Bienvenue pour une nouvelle vidéo autour de la Renaissance, de l'humanisme et des réformes. Le mot Renaissance a été utilisé pour la première fois par les humanistes italiens pour désigner un mouvement intellectuel dont l'objet est de renouveler profondément les modes de pensée, d'agir, de créer et de vivre. Et ce, en s'inspirant des modèles de l'Antiquité gréco-romaine qui a été redécouverte à travers ses monuments et une lecture plus attentive de sa littérature. En effet, de nombreux intellectuels européens, nommés humanistes, ont recherché, traduit et étudié des textes datant de l'Antiquité. Ils ont réfléchi à la place de l'homme dans la société. L'homme est ainsi placé au centre de l'univers et est sujet à réflexion. Ces humanistes ont proposé de nouveaux modes d'apprentissage et de nouveaux modèles politiques. Cette effervescence culturelle et artistique qu'est la Renaissance a commencé d'abord en Italie dès les XIIIe, XIVe et XVe siècles. En effet, c'est en Italie que des hommes de lettres comme Pétrarque redécouvrent l'Antiquité et se plongent dans les textes d'Aristote, d'Ovide ou de Pline l'Ancien. Ce mouvement s'est diffusé ensuite dans toute l'Europe au XVIe siècle. La Renaissance est souvent perçue comme le début des temps modernes. En même temps, le mépris affiché pour l'époque précédente, c'est-à-dire le Moyen Âge, s'exprimait par le terme gothique pour désigner des productions jugées barbares. Après les crises qui ont marqué le Moyen Âge, guerre de Cent Ans, famine, peste noire, etc., la Renaissance apporte un renouveau intellectuel, artistique et religieux. Diffusion des connaissances. L'imprimerie, perfectionnée au XVe siècle par Gutenberg, va contribuer largement à la diffusion rapide des connaissances, de la pensée et des idées pendant la Renaissance. Cette invention révolutionnaire va avoir des répercussions sur la façon de penser puisqu'elle permet d'avoir un accès direct aux textes bibliques et antiques. Elle va faciliter la diffusion des idées et des images bien au-delà des frontières. C'est l'explosion d'ouvrages imprimés sur papier et illustrés par des gravures. Ces livres sont plus abordables que les manuscrits enluminés sur parchemin qui existaient jusqu'alors. Entre 1517 et 1520, plus de 300 000 exemplaires des écrits du moine allemand Martin Luther sont ainsi diffusés en Europe, ce qui permet de participer activement à la réforme et à l'émergence du protestantisme. L'imprimerie est donc le vecteur essentiel de la grande révolution culturelle qui se produit pendant la Renaissance. Réforme. En 1517, Martin Luther, moine augustin et docteur en théologie, ouvre la voie des réformes en critiquant notamment la pratique et le commerce des indulgences par l'Église. Luther a développé dans ce sens 95 thèses. Plusieurs penseurs remettent aussi en cause la place et les dogmes de l'Église catholique. C'est ainsi que le schisme de l'Église d'Occident laisse une société en crise. Des conflits religieux et politiques entraînent un déferlement de violence et de haine. Après la réforme luthérienne, se développent les réformes calvinistes à Genève et anglicanes en Angleterre. L'unité religieuse de l'Europe occidentale est rompue. Un peu partout, de violentes guerres de religion opposent les catholiques et les réformés, qu'on appelle bientôt les protestants. Découverte. 1492 est une date essentielle de la Renaissance. C'est l'année de découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La Renaissance marque le début d'un monde. De nouvelles perspectives s'ouvrent aux hommes de l'époque. En plus de la découverte de l'Amérique, on découvre que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. L'envie ambiante est de dépasser la connaissance admise jusqu'alors. Géocentrisme versus héliocentrisme. Après une vie consacrée à l'étude des anciens et du ciel, l'astronome Copernic conclut que la Terre n'est peut-être pas immobile au centre de l'univers. Ce savant a étudié la théologie avant de s'orienter vers l'astronomie tout en enseignant les mathématiques. Son profil éclectique représente bien ce que sont les humanistes de la Renaissance. La révolution copernicienne, c'est le passage d'une conception géocentrique de l'univers
théorie faisant de la Terre le centre de l'univers, à la théorie héliocentrique qui présente le Soleil au centre de l'univers. Au XVIe siècle, de nombreuses innovations techniques ont également lieu dans le domaine artistique. L'usage de la perspective se développe. Les artistes utilisent de nouvelles façons de peindre et de nouveaux supports. Comme les humanistes, les artistes de la Renaissance s'intéressent eux aussi à l'homme. Ils considèrent le corps humain comme le reflet de la perfection divine. Ces artistes acquièrent une place de plus en plus importante dans la société. Les puissants de l'époque les recrutent pour décorer leur demeure ou faire leurs portraits. Dans ce contexte, les grands maîtres de l'Europe, l'empereur Charles Quint, le roi de France François Ier, le roi d'Angleterre Henri VIII et le pape Léon X entrent dans une compétition effrénée pour affirmer leur pouvoir. Par le mécénat, ils protègent et encouragent savants, artistes et écrivains, chacun voulant avoir la cour la plus brillante. Des ingénieurs, comme le peintre et homme d'esprit universel italien Léonard de Vinci, jouent un rôle majeur auprès des puissants princes et papes. De Vinci réalise de nombreux progrès techniques dans le domaine de l'armement notamment. L'ordonnance de Villers-Cotterêts. La langue française, de plus en plus unifiée, change le contexte culturel du royaume. En août 1539, François Ier fait rédiger l'ordonnance de Villers-Cotterêts. L'édit de Villers-Cotterêts impose le français dans tous les actes juridiques et administratifs à la place du latin. En fait, selon les historiens, cet édit répond davantage à une volonté politique qu'à un souci culturel. Cette ordonnance permet en effet d'unifier en un seul code la mosaïque des lois françaises. Elle donne la primauté au pouvoir politique central sur les pouvoirs locaux. Mais en même temps, une telle décision marque une séparation nette entre le domaine religieux et le domaine laïque. Le français devient la langue de la justice et des lois, puis de l'enseignement, mais surtout de la littérature. C'est le langage dans lequel se coule l'esprit nouveau, libéré des traditions intellectuelles du Moyen Âge. À bientôt pour une nouvelle vidéo.